Vous êtes grand reporter au Nouvel Obs. On vous avait reçu pour les infiltrer, votre enquête fracassante sur les cabinets de conseil et leur influence sur l'État. Vous êtes de retour pour une enquête qui est ici encore plus effarante. Ça s'appelle le grand détournement de points, comment milliardaires et multinationales captent l'argent de l'État. Et c'est une nouvelle fois chez Alary Éditions. Vous utilisez des mots extrêmement forts. Vous parlez de hold-up et de 270 milliards d'euros détournés. Et j'ai bien dit 270 milliards d'euros détournés. Expliquez-nous le point de départ. Qui veut commencer ? Le point de départ de cette enquête, on s'est posé une question simple. Comment se fait-il, alors qu'on paye autant d'impôts, que nos services publics souffrent et que l'État soit autant endetté ? Alors on s'est plongé dans les comptes, on a suivi la piste de à quoi servent nos impôts, et on s'est rendu compte qu'il y avait une ligne qui n'apparaissait jamais, des montants colossaux d'aide aux entreprises, qui avaient toutes comme finalité d'aider les entreprises. Et quand on a sorti notre calculette, qu'on a additionné les chiffres qu'on a trouvés, qu'on a reconstitué le puzzle, on est arrivé à ce chiffre de 270 milliards d'euros. Donc l'addition, elle est de vous ? Absolument. C'est en fonction des chiffres que vous avez pu récupérer. Alors écoutez, on s'est plongé dans des milliers de pages. C'est facile de les récupérer, ces pages ? Alors, il y en a qui sont tout à fait publics. Il y a des documents budgétaires, il y a peu de gens qui les lisent, pour être tout à fait honnête. C'est un peu austère ? C'est très austère. Ça nous a pris quand même des semaines et des mois. Donc c'est le document qui établit le budget de l'année, c'est le document de la sécurité sociale aussi, c'est tout un travail de commission d'enquête parlementaire, et puis, il faut le reconnaître, il y a le travail de chercheurs. Et depuis une dizaine d'années, dans l'obscurité, on n'en parlait pas du tout de ce sujet, il y a quelques chercheurs qui quand même ont abouti à des résultats. Et donc, nous, on est arrivé à 270 milliards, pour faire très simple, il y a un tiers, c'est ce qu'on appelle la baisse ou la réduction des cotisations patronales. Les employeurs payent moins de cotisations qu'avant, et c'est l'État qui paye ces cotisations. Deuxième tiers, ce sont des réductions fiscales, ce qu'on appelle des niches fiscales pour les entreprises. Et le troisième tiers, qui est vraiment le moins clair, si j'ose dire, c'est tout un ensemble de subventions, de soutiens financiers. Les fonctionnaires eux-mêmes parlent de jungle parce qu'il y a 2200 dispositifs. Donc là, effectivement, il peut y avoir des problèmes dans les estimations, en sachant qu'il y a deux questions qui se posent, et puis je vais faire vite. C'est la légitimité de ces aides. Pourquoi une PME, ou pourquoi le boulanger du coin de la rue touche le même type d'aide qu'une multinationale qui gagne des milliards de bénéfices, et puis le même surtout, type, mais pas le même montant. Pas le même montant, mais le même type d'aide. Et surtout ce qui nous a stupéfaits, vraiment, c'est que ces aides ne sont absolument pas contrôlées. On ne mesure jamais si elles sont efficaces. Et c'est vraiment pour ça qu'on a décidé de faire ce livre, parce qu'on s'est dit, là, il y a un vrai souci quasi démocratique. Une précision, c'est 270 milliards depuis plusieurs années ou 270 milliards par an? C'est quoi Ah non, c'est par an. C'est sur une année, voilà, sur les derniers chiffres auxquels on a eu accès, c'est 2023-2024. Donc ce sont des dispositifs voilà, qui s'accumulent année après année. Donc, comme vient de le dire Mathieu, dans une totale opacité, au sens où ça n'est jamais présenté comme tel. Et surtout, vraiment, ce qui est le plus gênant, c'est que le fait qu'on ne regarde pas leur efficacité, on ne sait pas, on ne peut pas dire ce qui marche ou ce qui ne marche pas. C'est-à-dire que dans l'eau, évidemment, il y a des entreprises qui en ont besoin. On parlait du boulanger qui a besoin d'aide pour son apprenti, de la start-up qui innove, mais il y a aussi là-dedans des multinationales qui font beaucoup de bénéfices ou qui parfois ne payent pas du tout d'impôts en France ou qui délocalisent alors qu'elles ont été aidées. Voilà, c'est vraiment... Il n'y a aucune évaluation, il n'y a aucun bilan, une aide rapporte tant. Il y a une commission d'enquête parlementaire du Sénat qui a travaillé là-dessus. On a écouté ensemble toutes les auditions. Il y a plusieurs hauts fonctionnaires qui sont passés devant le Sénat. Et tous ont dit, on est incapable de vous donner un chiffre trop précis, on a des estimations, mais on est dans une forme de maquis. On est dans une jungle, ont-ils raconté devant les sénateurs. Paul, c'est à toi. Oui, parce que vous parlez de cette commission d'enquête du Sénat. Et effectivement, ce qu'on peut retenir de votre livre, parce que moi je l'ai lu, je me suis jeté dessus, c'est que vous avez dû bien vous marrer à l'écrire, Caroline et Mathieu, ce livre, car une grosse partie du bouquin s'intéresse à cette commission d'enquête, celle sur les aides aux entreprises. Alors j'ai fait le calcul, vous avez écouté 87 heures d'audition, presque 4 journées complètes. Bravo, ça c'est de l'abnégation. Il faut dire que cette commission, c'est une vraie mine d'or. Tous les dirigeants de grands groupes s'y sont rendus. On a vu Sanofi, Michelin, Patrick Pouyanné pour Total, Rodolphe Saadé pour la CMA-CGM, Alexandre Bompard de Carrefour ou encore Bernard Arnault de LVMH.
Face à eux, le président LR de la commission, Olivier Rittmann, et son rapporteur communiste, Fabien Gay. Alors pour vous, ces aides aux entreprises, c'est l'histoire d'un hold-up, ce sont les premiers mots de votre livre. Alors j'ai gardé 3 histoires, 3 entreprises que vous citez pour illustrer ce que vous leur reprochez. On commence par STM Microelectronics, géant industriel des semi-conducteurs, 487 millions d'euros d'aides publiques perçues en 2023, alors que l'entreprise basée en Suisse ne paiera cette année-là que 100 000 euros d'impôts en France. Pas très fair-play. Deuxième exemple, Michelin, que tout le monde connaît. Eux auraient touché 130 millions d'euros d'aides publiques en 2023, alors que 1200 licenciements sont à venir dans le groupe. Pas très fair-play non plus. Mais le symbole de votre livre, c'est évidemment LVMH et son patron, la première fortune française, Bernard Arnault. 275 millions d'euros perçus par une entreprise qui réalise dans le même temps 15,2 milliards de bénéfices nets. Pour vous, je cite, ce chiffre, il aurait fallu le graver au fronton du palais du Luxembourg. Alors pour vous faire plaisir, on l'a fait. Très bien, Alors, merci. moi j'ai contacté... Oui, tu as eu LVMH. J'ai contacté LVMH. Eux me répondent, c'est 275 millions d'euros d'aide. Il faut les mettre en perspective avec les 3 milliards d'euros d'impôts qu'on paie chaque année, qu'ils paient chaque année. Et ils souhaitent relever avec un peu d'ironie que l'Obs, vous, avez publié plusieurs fois un classement des entreprises qui paient le plus d'impôts en France. Vous y avez notamment travaillé dessus, Mathieu, je crois. Et LVMH est toujours... Tous les deux. Ouais. LVMH est toujours parmi les 3 premières, entre 3 et 4 milliards d'euros d'impôts par an. On ne peut pas dire qu'LVMH non plus est une entreprise perfusée aux aides publiques. Non, la question, c'est celle de la légitimité. C'est-à-dire qu'ils vous disent on paye 3 milliards, c'est tout compris, de mémoire, c'est impôt sur les bénéfices, mais aussi cotisation patronale, etc. Mais dans le même temps, cette année-là, LVMH, l'année 2023, les chiffres, là, ce qu'on a mis au fronton... Alors, attendez, juste, je finis. Ouais, allez-y. LVMH, cette année-là, a fait 15 milliards d'euros de bénéfices, a versé 6,8 milliards de dividendes à ses actionnaires, et dont 3 milliards à M. Bernard Arnault. Donc la question, c'est est-ce que M. Bernard Arnault ou LVMH a besoin de ces 275 millions d'euros, et à un moment où tout le monde doit se serrer la ceinture... C'est une question pour l'État ? Alors, bien sûr. Parce que ça, on est d'accord, ça n'est pas illégal. Pas du tout. C'est tout à fait légal. Prend l'argent et c'est tout. Évidemment. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'on a mis du temps d'ailleurs, pour être honnête, à comprendre, c'est que quand on parle d'aide publique, d'aide de l'État, qui les paye? C'est nous. Les impôts. Voilà. Oui, mais c'est nous. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, pour ce qui est de la réduction des cotisations patronales dont bénéficie, parce que c'est la principale aide dont bénéficie LVMH, cette réduction d'aide, il n'y a pas d'argent magique, c'est nous qui la payons. Et comment on la paye? Par la TVA. Parce que ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'une part de la TVA a été détournée de sa fonction initiale, qui était de payer les services publics français, pour la prendre, pour compenser la baisse des cotisations patronales. Donc, pour faire très simple, quand vous achetez une paire de chaussures, vous rémunérez, vous payez une partie des cotisations patronales en France. Et là, c'est pour ça qu'on parle de grands détournements aussi dans le livre. Parce que ça, je crois que les Français ne le savent pas. En tout cas, nous, on ne le savait pas, et c'est ce qu'on a découvert peu à peu dans le cadre de notre enquête. Est-ce que je peux poser la question la plus simple? Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Alors, au départ... Non. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'il n'y a pas d'expertise de la dépense publique. Alors, la question, c'est pourquoi on ne sait pas ou pourquoi on a décidé de faire ça? Pourquoi ça se passe comme ça? En fait, c'est un choix politique au départ. Donc pourquoi ce système? C'est un choix politique? Oui, c'est un choix politique il y a une dizaine d'années de dire on va baisser le coût du travail, on va essayer de stimuler l'activité en injectant vous dites des aussi fonds. que c'est hors de contrôle depuis Macron? Absolument. D'accord. Parce que même avant. Et même avant, c'est ça s'est vraiment... Ça s'est accéléré avec lui, mais c'était déjà assez hors de contrôle avant, c'est exact. On empile les dépenses depuis tellement d'années en France, il n'y a pas d'expertise de l'argent. Moi, je me souviens de responsables politiques qui disent ça depuis longtemps. On n'expertise pas la pertinence de chaque dépense. De ce qui est fait. Ce qui devrait être fait. C'est-à-dire que vous êtes les seuls à savoir ce qui se passe, en fait, là. Oui. Alors là, ce qui s'est passé quand même, c'est qu'on est passé en 20-25 ans de 30 milliards dépensés à près de 300 milliards dépensés. Donc ça fait quand même une grosse hausse. Ce que commençait à expliquer Caroline, c'est qu'effectivement, c'est un choix politique. C'est ce qu'on a appelé la politique de l'offre. Mais cet argent, on soutient. Alors, on vous explique. Le CICE, il a permis de créer des milliers d'emplois en France. Alors, on soutient l'emploi, on soutient la croissance, on donne de l'argent, on aide les entreprises. Certains en ont totalement besoin, d'autres, à notre sens, probablement moins. Et l'idée de base, c'est de se dire
Comme ça, la consommation va partir, la croissance, et ça va créer de la richesse. C'est ce qu'on a appelé le ruissellement. Voilà. C'est une théorie économique qui est en place en France depuis une vingtaine d'années et que Emmanuel Macron a encore amplifiée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte, que ça n'a pas vraiment marché, et surtout qu'à force d'avoir ponctionné de l'argent dans les caisses de l'État, eh bien, on a une dette qui est celle qu'on connaît aujourd'hui. Sur ces 270 milliards, est-ce qu'on sait combien sont utiles à l'emploi, au développement, non, etc. puisque ça n'est Personne ne le sait, on ne peut pas savoir. Ça n'est pas regardé de manière globale. En revanche, pour répondre à ce que vous disiez, c'est regardé sur certaines petites mesures. Et souvent, ça ne marche pas. Vous parliez du CICE, donc pour les gens qui nous regardent, c'est ce qui avait été mis en place par François Hollande, la première baisse de cotisation patronale. L'idée était de baisser le coût du travail pour développer l'emploi. Ça a été poursuivi, amplifié de manière jusqu'à atteindre 90 milliards d'euros chaque année par Emmanuel Macron. Le résultat, une grande étude a été rendue en 2024, c'est qu'à court terme, donc il y a 10 ans, ça a créé peut-être 100 000 emplois. Mais à long terme, ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les économistes, pas nous, les économistes les plus indépendants disent que ça ne crée plus d'emplois. En revanche, maintenant que c'est mis en place, on ne sait plus le débrancher et ça s'accumule. C'est-à-dire qu'au départ, c'était 30 milliards, c'est passé à 60. L'an dernier, on était à 90 et personne ne sait là où ça va s'arrêter. C'est un paradis fiscal, la France, pour les entreprises? Vous diriez ça? Non. Alors, pour les entreprises, non, on ne peut pas dire ça. Il faut être très honnête parce que le taux d'imposition des entreprises reste élevé en France, donc on ne peut pas dire que ce soit un paradis fiscal pour les entreprises. La question se pose différemment pour les grands actionnaires des multinationales, pour les milliardaires. Entreprises et multinationales. Absolument. Ah oui. Voilà. Donc, non, la France n'est pas un paradis fiscal pour les entreprises. Ce serait inexact de le dire. Et juste d'un point, oui, il y a des économistes qui aujourd'hui voient que ce système ne marche pas, mais dans le cadre de notre enquête, on a été rencontrer plein de gens. Et par exemple, on a été voir Michel Barnier, qui n'est pas le dernier des libéraux en France. Il a reconnu devant nous qu'effectivement, un système dont la philosophie consistait à faire prendre en charge les salaires des Français, en partie par l'État, posait un problème à terme. Parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est ces mécanismes qu'on explique dans le livre, parce qu'on ne se limite pas simplement aux aides aux entreprises, on explique en quoi ces aides aux entreprises jouent comme un effet domino, et en fait jouent surtout et sur, globalement, le financement de notre modèle social. Vous parlez de Michel Barnier, tu avais une archive sur Michel Barnier? Oui, qui est dans votre livre. En fait, il y a une séquence qu'on avait un peu oubliée, qui est dans votre livre. Et à vrai dire, elle raconte à elle seule le malaise du gouvernement sur cette question. Est-ce qu'il y aurait eu un mensonge d'État? Est-ce qu'on nous aurait caché des choses? On est le 1er octobre 2024. Michel Barnier fait son discours de politique générale et s'en prend à son prédécesseur, Gabriel Attal. Monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économie supplémentaire. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Non, c'est pas la peine de... Il faut que vous vous habituiez les uns les autres à ce que je dise ce que je pense. Le visage de Gabriel Attal n'a pas eu le temps de s'habituer. Et alors, on vous raconte les coulisses dans le livre. Une des révélations pour nous, au-delà de ce qu'on vient de vous expliquer, c'est qu'au sein même du gouvernement, chez des libéraux, mais au sein même du gouvernement, des gens ont commencé à tirer la sonnette d'alarme parce que la dette était en train de prendre des proportions complètement folles. Et on a notamment eu accès à une lettre de Bruno Le Maire, ministre de l'économie pendant 7 ans, qui, quelques mois avant cette séquence, c'est une lettre qui est signée à la main. Elle n'est pas manuscrite. Voilà, elle est dactylographie. Il y a marqué secret. C'est une lettre de Bruno Le Maire, le 6 avril 2024, à Emmanuel Macron, qui lui dit « Il faut dire la vérité aux Français, il faut une opération vérité, il faut qu'avant les élections européennes, on puisse prendre des décisions. » Il demande notamment à l'époque une imposition sur les superprofits, sinon on va nous accuser, les oppositions vont nous accuser d'insincérité et ça va mal se passer. Vous nous cachez des choses. Or, qu'est-ce qui se passe ? Emmanuel Macron refuse et dissout l'Assemblée. Donc la question est légitime de se demander pourquoi il a dissous l'Assemblée. Et on vote parce qu'on fait un lien entre les deux. Oui. Pas que nous. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a voté 2 fois, d'abord aux européennes, puis après aux législatives, suite à la dissolution,
sans connaître l'état réel de nos finances publiques. Voilà. Parce que ça, on l'a appris 3 mois plus tard, en octobre. Et je ne comprends pas bien avec le lien entre M. la Barnier. dissolution et ça. Il aurait voulu cacher quelque chose, Emmanuel Macron, c'est ça que vous dites? En fait, il fait porter les décisions après les élections. C'est-à-dire qu'avant, on ne sait pas à quel point... C'est Michel Barnier qui le révèle. Avant les élections européennes, on ne sait pas que le déficit est en train d'atteindre 6%. On ne sait pas que c'est hors de contrôle. Mais on nous dit que c'est par un manque de recettes, que Bercy a surévalué les recettes. Enfin, c'est l'explication qui a été donnée à l'époque. Alors écoutez, il y a une autre commission d'enquête qui a aussi duré pendant des jours et des jours et des jours. Bravement, la direction des finances publiques et du Trésor sont venus dire, se couvrir la tête de cendre, que tout était de leur faute. Bon. En fait, c'est vraiment difficile d'imaginer que ce qui s'est passé, c'est juste une erreur de prévision. Est-ce que c'est un scandale d'État pour Alors, nous, ce qu'on raconte dans le livre, pour rebondir juste une dernière fois sur la question de Jean-Michel Apathy, c'est que, quand même, des très hauts fonctionnaires du ministère des Finances, au moment où ils ont été présentés le budget de l'État français à la Cour des comptes, c'est une obligation, on nous a raconté qu'ils avaient quasiment les larmes aux yeux. Parce qu'ils savaient que les présentations qu'ils faisaient n'étaient pas honnêtes. Et ça, c'était effectivement au printemps 2024, avant les élections européennes et avant la dissolution. Il y a vraiment eu une opacité sur les comptes publics à ce moment-là, et c'est ce que Bruno Le Maire explique très clairement dans sa lettre. Il implore pratiquement le chef de l'État de dire enfin la vérité. Il va même jusqu'à dire, si on ne le fait pas maintenant, il va y avoir des risques constitutionnels. Donc effectivement, ils le savent et ils ne le disent pas. C'est un choix politique. Et pour terminer, un petit mot sur Michelin, Paul. Oui, du coup j'ai eu LVMH, mais j'ai eu aussi Michelin au téléphone. Eux, ils refusent carrément, enfin ils disent que vos chiffres sont carrément erronés. Alors je voulais vous les soumettre. Vous parlez de 130 millions d'aides publiques qu'ils auraient perçues. Eux, ils parlent de 70 millions en prenant CICE et exonération de cotisations sociales. La moitié, un peu plus de la moitié. Un peu plus de la moitié. Comment vous avez trouvé ces chiffres sur Michelin? Je suis très étonné parce que je vais parler de mémoire, donc on vérifiera. Mais il me semble que ce sont les propres chiffres cités par le PDG de Michelin devant les sénateurs. C'est pas des chiffres qu'on a été chercher. Ils avaient déjà parlé de ça, ils avaient déjà dit 70 millions. Il me semble que ce n'est pas les bons chiffres, mais on peut aller vérifier. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, et on va voir. Mais bon, 70 millions, 130 millions, la réalité, elle est toujours la même. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut toucher des aides publiques tout en faisant 1,9 milliard de bénéfices en 2023, ce qui est le cas de Michelin, tout en versant 1,4 milliard de dividendes à ses actionnaires, et au final, licencier. Voilà, c'est ça la question, même si bien sûr... Et ce qui est incroyable dans l'histoire de Michelin, d'un mot, c'est qu'en réalité, Michelin, une partie des subventions qu'a touché Michelin cette année-là, c'est pour acheter des machines-outils super performantes dans une usine en Vendée. C'est 8 machines-outils. Les machines-outils sont achetées avec l'argent public, arrivent dans l'entreprise qui est fermée. Et les machines-outils partent, où ça? En Roumanie, en Espagne. Cette question, donc, ils ont tout à fait le droit de le faire. Alors, bien sûr. On a le droit. Alors, on a beaucoup Bien de sûr. droits. Après, devant la commission d'enquête, le PDG de Michelin était quand même très embêté quand on lui a dit « mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Et il s'est même engagé, mais visiblement, ils ont changé leur communication chez Michelin. Et à l'époque, il s'est même engagé à rembourser. En admettant que quand même, là, il y avait un problème. Il a dit non, je vais vérifier. Si tout ça est exact, et ça semble l'être, alors je vais essayer de rembourser. Et s'il nous regarde, on invite le PDG de Michelin. Il va venir aussi. Il viendra ici à votre place. Votre livre est inquiétant et passionnant. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Quotidien. Ça s'appelle Le Grand Détournement. Comment un milliardaire et multinational capte l'argent de l'État. Et c'est chez Alary Édition. Merci à tous les deux.